Gros succès pour les policiers belges. Ils viennent d'arrêter 4 responsables des CCC ayant partie liée avec Action Directe. L'Afrique du Sud menace de représailles contre le Zimbabwe après un nouvel attentat commis par l'ANC. Le CNPF et l'échéance des législatives, rumeur de crise au sein du patronat français. Le DC-3 a 50 ans et il vole toujours. C'est de loin l'avion le plus vendu dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les policiers belges viennent sans doute de marquer un point décisif dans leur lutte contre le terrorisme en arrêtant aujourd'hui 4 membres des cellules communistes combattantes, les CCC, ce groupe clandestin qui a revendiqué 27 attentats commis en Belgique au cours des 14 derniers mois. De plus, et peut-être surtout, les Belges semblent avoir établi maintenant avec certitude les liens qui relient les CCC au groupe français Action Directe. Anne Rongère. Le maillon de la chaîne, c'est lui, Pierre Carrette. On savait déjà qu'il imprimait des tracts pour Action Directe et qu'il connaissait Nathalie Ménigon, l'une des dirigeantes du mouvement en France. Aujourd'hui, le puzzle se complète. Carrette est aussi l'une des têtes des CCC. Les policiers l'ont reconnu sur un film tourné après l'attentat contre une banque à Charleroi en novembre dernier. Deuxième piste, ce coup de téléphone à la rédaction de RTL à Bruxelles. La revendication d'un attentat, une habitude des CCC. Cette voix serait celle de Carrette. Oui, bonjour les cellules communistes combattantes. Oui, nous pensons que les flics sont venus avant vous, avenue Louise. Alors nous allons vous adresser un nouveau message. Il se trouve 26 avenue Général de Gaulle, en face de l'étang d'Ixelles, dans l'entrée en dessous des boîtes aux lettres. Oui, 26 avenue Général de Gaulle. Oui, d'accord. Ce jour-là, il s'agissait d'un attentat contre un oléoduc de l'OTAN. L'OTAN, l'une des cibles favorites des CCC, avec les entreprises travaillant pour la défense et les banques. La similitude des cibles avec celles visées par Action Directe avait frappé les enquêteurs, même si les CCC ne se sont jamais lancés dans l'assassinat politique. Avec les 4 arrestations d'aujourd'hui, la collusion entre les CCC et Action Directe ne fait plus de doute, mais il pourrait exister aussi des ramifications en Allemagne fédérale avec la fraction Almere Rouge. L'Afrique du Sud menace le Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie, de lancer des raids de représailles sur son territoire comparables à ceux qu'elle a déjà lancés contre l'Angola. Pretoria accuse en effet le Zimbabwe de donner refuge au Congrès national africain, le mouvement clandestin qui lutte contre le régime sud-africain. L'ANC vient de revendiquer un nouvel attentat commis près de la frontière du Zimbabwe. Cet attentat a tué 6 personnes, tous des Blancs. Memona Afedje-Interman. Le général Malan, le ministre de la Défense, a interrompu ses vacances pour venir en personne, ici, à 3 km de la frontière du Zimbabwe. Ce déplacement n'était pas nécessité seulement pour constater les restes d'une camionnette ayant sauté sur une mine. Les autorités sud-africaines montrent ainsi qu'elles prennent au sérieux les menaces de l'ANC. L'organisation n'agit plus seulement dans les villes, tout le territoire sud-africain peut être la cible, y compris une simple localité de brousse. La branche armée de l'ANC a revendiqué cet attentat. C'est la 7e mine qui explose dans cette zone en 3 semaines. Pour Pretoria, pas de doute, les poseurs de mines sont hébergés de l'autre côté de la frontière au Zimbabwe. Le général Malan a été clair, ou le gouvernement du Zimbabwe cesse de donner protection et asile à l'ANC, ou il subira des raids de l'armée sud-africaine. L'essentiel étant de neutraliser les bases de l'ANC, comme l'armée sud-africaine l'a déjà fait en Angola et au Mozambique. Le Zimbabwe affirme qu'il n'abrite pas de telle base, bien que des militants de l'ANC vivent sur son sol. C'est une distinction que Pretoria ne veut plus faire à ses risques et périls. Dans le même temps, de nouveaux incidents ont éclaté dans le port sud-africain de Durban à l'issue d'un meeting de l'UDF, le parti d'opposition légal. Une fois n'est pas coutume, ces incidents ont pu être filmés. Ils ont opposé, comme d'habitude, plusieurs dizaines de manifestants noirs à la police. L'émeute a éclaté à la fin du meeting. La police a utilisé des matraques et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui répliquaient avec des pierres. Dominique Prieur et Alain Maffard, les 2 agents secrets français emprisonnés en Nouvelle-Zélande, passeront en prison le réveillon de Noël et sans doute aussi celui de l'année prochaine. C'est ce que vient de dire le Premier ministre néo-zélandais David Lange. Son gouvernement n'est pas décidé à négocier leur remise en liberté. Il serait prêt à les laisser partir si la France s'engageait à les maintenir en prison sur notre territoire, mais M. Lange avoue lui-même que cette solution lui semble impossible à mettre en œuvre et les experts français ce soir sont du même avis.
Les jours qui viennent vont être décisifs en ce qui concerne l'attitude des Européens face à l'offre américaine IDS, l'initiative de défense stratégique, et à l'égard aussi du projet Eureka sur le développement technologique en Europe. On sait que la Grande-Bretagne s'est déjà associée à l'initiative américaine. L'Allemagne doit donner sa réponse à son tour après-demain. Et dès demain soir, le chancelier Helmut Kohl vient rendre visite à François Mitterrand. Cette question sera à coup sûr à l'ordre du jour. Pierre Babet. Faut-il être surpris? Les premiers Européens à signer avec les États-Unis, ce sont les Britanniques. Malheureusement, personne n'a publié le contrat et par conséquent, personne ne sait ce que l'initiative de défense stratégique fera tomber dans l'escarcelle britannique. Les Anglais voulaient 17 milliards de francs d'engagement. Malheureusement pour eux, Caspar Weinberger a laissé une ligne en blanc dans le contrat, celle précisément du chiffrage des retombées. Les Allemands, pour leur part, s'apprêtent à rendre leur réponse mercredi. Le chancelier Kohl sera soucieux de ne pas présenter son adhésion comme une participation allemande à la confrontation Est-Ouest, mais ces industriels, eux, entendent bien recueillir une partie de la manne américaine, sous réserve, évidemment, de bonnes garanties techniques. Quant à la France, elle n'empêchera pas ses industriels de participer au projet américain, mais le ministre de la Défense, Paul Quilles, est beaucoup moins sûr de la validité technologique de l'option américaine. Le vrai bouclier, efficace à 100%, ce serait au mieux dans 50 ans. D'ici là, il vaut mieux durcir la force de frappe nationale. Réponse différente, mais danger commun pour l'Europe, la fuite des cerveaux que provoquerait l'appel d'air du projet américain. Comment retenir en Europe des scientifiques à qui le nouveau monde ferait des ponts d'or pour venir y travailler? Leur proposer les mêmes conditions, il faudrait avoir les mêmes moyens. À moins de 3 mois des législatives, le CNPF s'interroge sur son avenir et sur sa stratégie. Le patronat français réunit demain son assemblée générale et son président, Yvon Gattaz, semble un peu en porte-à-faux. On lui reproche beaucoup sur sa droite d'avoir trop dialogué avec la gauche au pouvoir. Et dans le même temps, le Figaro va publier demain un sondage Sofres qui montre que les patrons français restent en grande majorité hostiles au gouvernement actuel. En revanche, cela dit, ils sont plus nombreux que l'année dernière à se dire satisfaits de la situation économique de la France. Hélène Rizacher. Sur la politique de rigueur économique, 35% des patrons estiment que les résultats sont plutôt positifs, contre 13% l'année dernière. Prévision économique pour 86, ils sont optimistes à 36% contre 8% l'an dernier. Les pessimistes, 62% contre 91% en 84. Hausse des prix, les patrons prévoient du 5-6% d'inflation pour 86 contre 6-7% l'an dernier. Les bons résultats de 85 semblent donc pris en compte par les chefs d'entreprise. Sur les organisations patronales, leur opinion, elle, a peu varié. Les satisfaits du CNPF passent de 48 à 51%, entre 84 et 85. Les deux autres organisations, CGPME et SNPMI, ont un peu baissé en audience, entre 30 et 35%. En matière de politique, les patrons proches du Front National passent de 10 à 12%. Le RPR gagne 1 point, de 39 à 40%. L'audience de l'UDF passe de 25 à 27%. À gauche, le Parti socialiste triple quasiment son chiffre, 3% en 84, 8% cette année. Les proches du Parti communiste, 1% en 84, ont disparu cette année. Au total, la droite gagne 5 points, la gauche 4. En cas de victoire de l'opposition aux prochaines élections législatives, les patrons souhaitent la démission de François Mitterrand à 73% contre 34% pour l'ensemble des Français. Avec nous, un spécialiste de l'histoire du patronat français, Henri Weber. Vous allez du reste publier bientôt un livre sur cette question. Alors, on voit bien que le patronat n'est pas content de ce que fait la gauche au pouvoir, quelle que soit du reste sa politique économique. Mais est-ce que si la droite revenait aux affaires au mois de mars, on peut se demander si le patronat serait satisfait tout de même de la politique qu'elle mettra en œuvre alors? On peut se le demander en effet, car pour apprécier à sa juste valeur le sondage dont on vient de parler, il faut se souvenir que le patronat, l'opinion patronale, est frappée en général d'une sinistrose historique. Si vous prenez les mêmes questions 10 ans, 15 ans, 20 ans auparavant, vous avez toujours et invariablement une énorme proportion de pessimistes parmi les patrons et une faible proportion de satisfaits. Je prends simplement la meilleure année du gouvernement de M. Raymond Barre, en 79, année de libéralisation des prix et année de reprise économique, de sortie du tunnel. Il y avait en 79 62% de patrons,
79% de patrons qui se déclaraient pessimistes, en dépit de ce que je viens d'annoncer, et 62%, en 85, qui se disent pessimistes. Donc, il faut savoir que l'échantillon interrogé privilégie le patronat de petites et moyennes entreprises qui est frappé d'un espèce de pessimisme fonctionnel. Le président Yvon Gattaz, qui va affronter demain son Assemblée générale, lorsqu'il n'était pas président du CNPF, mais seulement président d'un mouvement contestataire patronal qui s'appelle Éthique, avait, dans un ouvrage fort remarquable, dit que certains patrons français avaient appris à se plaindre sans souffrir. Et c'est ce que mesurent un peu ces sondages-là. D'où il est d'autant plus remarquable qu'un patron sur trois reconnaisse que la politique de rigueur a apporté des résultats positifs, qu'un patron sur trois admette que désormais on se situe dans une perspective de désinflation, à intégrer, à anticiper le fait de la baisse des prix, et que également 51% de l'échantillon appuie plutôt le président Yvon Gattaz plutôt que les leaders du SNPMI, c'est-à-dire appuie plutôt le président du CNPF qui a préconisé une politique de dialogue et une politique de stratégie d'usure par rapport au gouvernement socialiste, plutôt que ceux qui préconisaient derrière Gérard Deuil une stratégie d'assaut. Merci Henri Weber. Crime de rôdeur, règlement de compte ou affaire de mœurs, on ne sait rien encore du mobile. On s'interroge à propos du triple meurtre de Bellade dans les Landes. Les policiers sont très discrets quant aux indices dont ils disposent. Ce triple meurtre a eu lieu dans un club de chasse privé. Le mystère reste complet à Bellade, petit village landais. Vengeance, tueur de passage, toutes les hypothèses sont ouvertes après le meurtre du gérant du club, de sa compagne et d'un jeune garde-chasse. Toute la journée, les gendarmes ont interdit l'accès du pavillon de chasse dont les ruines fument encore au milieu d'une clairière. Les résultats de l'autopsie connus demain devraient permettre d'en savoir un peu plus, car les seuls indices livrés par les gendarmes reposent sur la présence d'un parc de caravanes et de voitures. Mais la CX du gérant a disparu. Reste toutefois le plus important, la sœur du gérant, témoin de ces assassinats, qui se serait enfuie par une fenêtre, entendue dimanche par les gendarmes. Elle détient peut-être la clé du mystère. Dans les jours qui viennent, les premiers téléviseurs vont arriver dans les cellules des prisons françaises. La vie quotidienne des détenus en sera-t-elle transformée? Pour autant, il faut savoir qu'ils n'avaient pas attendu cette nouveauté pour organiser eux-mêmes leurs loisirs. Un exemple, et il est loin d'être unique, à Lyon, des prisonniers éditent depuis plus d'un an un journal entièrement réalisé en prison. Albert Ripamonti. 2000 exemplaires lus par un ministre, des élus, des avocats, des magistrats, un cardinal, j'en passe et des meilleurs. Déjà le numéro 20, et pourtant il y a fort à parier que vous n'en ayez jamais entendu parler. Vous avez des excuses, car ce journal vient de loin, de très loin même, d'un monde où les mots ne pèsent pas lourd et où le silence n'a jamais fait autant de bruit. Au fond de ce couloir, 2 cellules. C'est là que se réunit l'équipe rédactionnelle de l'écrou. Ils ont pour nom André, Jacques, Yves, Mamed, Fredo, Tariq et les autres. Tous détenus aux prisons de Lyon. Des journalistes sans carte de presse qui depuis 2 ans et demi publient leur journal. On a fait un dossier sur l'argent, sur le droit à la sexualité pour les personnes incarcérées. Et dans ces dossiers-là, qui prennent une vingtaine de pages au sein du numéro, on essaye de faire le point sur la question. C'est un fait que nous avons été un peu hostiles à ce journal parce qu'on pensait qu'il y aurait sûrement beaucoup de règlements de compte. C'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, on pense que le journal a pris une certaine envergure. Il permet à certains détenus d'avoir certaines réglementations judiciaires. Donc il est très valable pour eux. C'est bien évident que un rédacteur de l'écrou n'en demeure pas moins un détenu et qu'à ce titre, si il se trouve embarqué dans une histoire de détention qui n'est pas à son avantage, c'est bien évident que la qualité, disons, de journaliste à l'écrou ne lui permet pas d'aller ou de bénéficier d'une mansuétude particulière à ce niveau-là. Faire un journal aussi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Malgré tous les obstacles, ceux de l'écrou y sont parvenus, tout simplement parce qu'ils ont quelque chose à dire.
Un avion de légende va fêter demain son 50e anniversaire, le DC-3, né en 1935 en Californie. C'est un peu dans le domaine de l'aéronautique, l'équivalent de la Jeep pour l'automobile. La compagnie Douglas en a vendu plus de 20 000 exemplaires et beaucoup sont encore en service. Certains continueront même de voler jusqu'en l'an 2000. Daniel Durandet. Les habitués des aéroports familiers aujourd'hui des jumbo jets n'ont pas oublié ce bruit du DC-3. Ni cette odeur pénétrante d'essence qui vous colle à la peau pendant tout le vol. Pour les nostalgiques du Dakota, il reste aujourd'hui encore en France 2 ou 3 sanctuaires comme ici à Caen, où l'on s'adonne presque quotidiennement au rituel quinquagénaire de la mise en route de l'avion de légende. Construit à plus de 20 000 exemplaires, copiés des centaines de fois par les Japonais et par les Soviétiques, il n'est pas de compagnie aérienne à travers le monde qui n'ait eu à un moment ou à un autre un DC-3 dans sa flotte, et cela depuis 50 ans. Dans cette usine de Santa Monica, en Californie, où est né le DC-3, on a assemblé jusqu'à 2 avions à l'heure. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les stocks de Dakota étaient tels chez Douglas qu'on a dû envoyer des appareils neufs à la casse, mais ce ne sera pas pour autant sa mort. On va en effet le retrouver au fil des années sur tous les grands théâtres d'opération du monde, la Corée, le blocus de Berlin, le Vietnam, les guerres coloniales. Comme le dira Eisenhower après le débarquement de Normandie il y a 40 ans, on a gagné la bataille d'Europe grâce au GMC, à la Jeep ou au Dakota, 1 millier de DC-3 ayant permis en quelques jours le transport de 13 000 hommes et de centaines de tonnes de matériel. Depuis, on a tout fait avec le DC-3, du transport de vivres pour le blocus de Berlin, de la lutte anti-guérilla, du parachutage d'hommes ou de matériel, du transport de passagers, et aujourd'hui, de pièces détachées pour l'industrie. C'est surtout l'industrie automobile qui en est utilisateur, notamment pour les pièces détachées. Quand les chaînes sont arrêtées et qu'ils n'ont pas moyen de s'approvisionner d'une façon rapide, on utilise le DC-3 dans la journée même, c'est-à-dire qu'on est appelé souvent le matin pour un dépannage immédiat, ou encore l'industrie pétrolière qui utilise pas mal ce type d'avion pour amener soit des têtes de forage ou des choses comme ça qui sont nécessaires sur les chantiers immédiatement, ou encore, et c'est une des dernières missions que nous avons effectuées, appelé un après-midi à 5 heures, nous avons pu monter à Rotterdam, chercher du liquide anti-incendie et le descendre sur le port de Malte pour un bateau qui était en train de flamber. Aujourd'hui, on estime à 1 millier le nombre de DC-3 en état de vol et à 500 ceux qui sont exploités commercialement à travers le monde. Le plus vieux en service à 36 ans et plus de 90 000 heures de vol. Nul doute aujourd'hui qu'il volera jusqu'après l'an 2000. Un brin d'humour maintenant, de l'humour au quotidien, celui d'Alex Métayer qui, dans son spectacle au Casino de Paris, expose une sorte de carnet de croquis pris sur le vif, des croquis où l'absurde pointe souvent le nez dans la vie de tous les jours. Reportage de Dominique Poncet, Elisabeth Kinéjian et Philippe Jasselin. Ah, Dieu du ciel! Je n'ai jamais dit que je vendrais les actions Ewing. Je crois que c'était un minot. Je peux boire un verre? Nous, on peut pas le voir. Je le connais pas. Tous les matins, je sors ma poubelle en secret pour pas montrer aux voisins ce que je bouffe. C'est un feuilleton stupide. Une dame, une petite vieille qui est là en train de discuter. Bon, ben tout ça, j'ai pris des notes. C'était à partir de quelque chose comme ça, un regard noyé, un geste de la main, un peu d'arthrite, vous voyez, un mouvement de la mâchoire, une façon d'être comme ça, qui tout d'un coup m'inspire et je me dis, tiens, ce personnage, j'ai envie d'écrire pour ce personnage. Et je vais écrire finalement le texte à partir de quelques types physiques comme ça. Maman vous permet de choisir ce que vous voulez. D'accord? Alors voyons. Voyons. Dites donc, il y a un menu à 55 francs 50 qui est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour une fois, il y a tout, hein. Et si on prenait 5 menus à 55,50? Vous savez ce que c'est qu'une salle de 1500 personnes qui rit, je dirais, au doigt et à l'œil? Vous avez un effet patapatatatatatatatan, et il rit pas patan, non, il rit pratiquement, vous voyez, sur des effets et des gestes et des expressions qui sont complètement prévus. Chérie, c'est pas de ma faute, il n'entend pas. C'est que c'est rare, un motard qui est sourd et qui a des lunettes à double foyer. Pardon? Oui, c'est vrai que je voulais appeler 90. 90. Qu'est-ce qui postillonne, lui? C'est à cause de ses dents, c'est Bugs Bunny. C'est un peu la tarte à la crème des gens de mon métier, de dire qu'il arrive un moment que, comme un violon bien accordé, on sorte la plus belle note.
Et on la sent quand la note est pure. C'est le moment où moi-même je deviens fragile, où je peux rire en scène. C'est-à-dire qu'un rire dans la salle peut tout d'un coup déclencher le mien. C'est une route qui quitte la banlieue, qui traverse la campagne et finit vers la ville nouvelle. Pour le bruit, on s'habitue. On a mis un double vitrage du côté du potager, triple vitrage du côté des fleurs. Et puis ça a un avantage, parce qu'avec le bruit des voitures, on n'entend plus aboyer le chien. À la Bourse de Paris, on ne rit pas beaucoup, mais tout de même, on avait le sourire aujourd'hui parce que le climat reste excellent pour les valeurs françaises. Rien de nouveau du côté du dollar, il n'a pas bougé aujourd'hui, ou si peu. Martine Thiébaut. Le dollar est resté accroché à la même barre ce matin à Paris. En ce début de semaine, le marché des changes est plus calme. Les rumeurs d'une nouvelle réunion monétaire des 5 pays les plus riches du monde ont été formellement démenties. À la Bourse de Paris, on a encore amélioré le record établi à la veille du week-end. Même si les investisseurs sont un peu perplexes devant la remontée du loyer de l'argent et les tensions sur le franc, tout cela n'est pas assez inquiétant pour arrêter la marche en avant. Wall Street démarre la semaine dans un train d'enfer. La mi-séance a connu une hausse de plus de 30 points avec un volume de transactions considérable. Nouveau record donc pour l'indice Dow Jones, dû à la baisse des taux d'intérêt américains. Le temps pour demain, beaucoup de brouillard. Demain matin, ces brouillards feront place à des éclaircies, sauf sur la vallée de la Garonne et sauf sur le nord et le nord-est, où les nuages persisteront toute la journée. Les températures seront demain encore plus élevées que la moyenne saisonnière, 2 à 4 degrés de plus à peu près, de 9 à 15 pour les maximales du nord au sud du pays, même 18 dans l'extrême sud. Pour demain soir, 2 rendez-vous à 19h, la première édition avec Richard Tripot, et pour ma part, je vous retrouverai à 22h05 pour l'édition de la soirée. Dans un instant, boîte aux lettres de Jérôme Garcin, mais avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Beaucoup de filets de la police belge, elle vient d'arrêter 4 responsables du groupe terroriste CCC et également en liaison avec Action Directe. L'Afrique du Sud annonce des représailles contre le Zimbabwe après le dernier attentat commis par l'ANC. 2 jours décisifs pour les Européens à propos du projet Eureka et de la proposition américaine sur l'IDS. Demain, Assemblée Générale du CNPF, Yvan Gattaz essuie des critiques pour son dialogue avec le pouvoir de gauche.